Bonjour les amis, c'est Maria le poétesse, bienvenue sur ma chaîne historique. J'espère que vous allez bien, que vous allez marquer j'aime ou vous allez vous abonner, parce qu'il me semble que vous êtes fâchés avec moi, puisque vous ne le faites pas. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage du livre de Victor Hugo, Être Chateaubriand ou rien. Je veux être Chateaubriand ou rien, aurait écrit dans son journal Victor Hugo le 10 juillet 1816. L'adolescent, dont les premiers écrits témoignent d'une très grande précocité, se voit couronné à l'âge de 17 ans par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Prémisse d'une carrière littéraire, dont la publication en 1822 du recueil Odes et poésies diverses marque le premier jalon. Chapitre 1er. Être Chateaubriand ou rien. Léopold Hugo naquit à Nancy le 15 novembre 1773 de Joseph Hugo, maître menuisier, et de Jean-Marguerite Michaud. Engagé à 15 ans dans l'armée, il rejoignit en 1792 les abords du Rhin, où il fut nommé capitaine et fit la connaissance de Beauharnais, Kléber et d'Essex. Devenu le sans-culotte, Brutus Hugo, il participa en 1793 à la répression du mouvement royaliste en Vendée, sous les ordres du commandant Muscat. Brutus Hugo, à peine âgé de 20 ans, est un garçon robuste et courageux, empreint d'une certaine culture et rimaillant à ses heures. Ma Sophie de Chateaubriand. À la même époque, Sophie Trébuchet vivait à Nantes. Elle y avait vu le jour le 19 juin 1772. Son père, Jean-François Trébuchet, avait épousé en 1767 Renée-Louise Lenormand du Buisson, qui était morte peu après la naissance de leur 9e enfant. Sophie était la 4e. À la mort de son père à 11 ans, elle avait été confiée à sa tante, Madame Robin. La Révolution avait désuni la famille. Ainsi, alors que Sophie et sa tante nourrissaient des idées royalistes, son grand-père maternel, René-Pierre Lenormand du Buisson, ancien procureur au présidial de Nantes, siégeait en 1793 au tribunal révolutionnaire aux côtés du sanguinaire Carrier. À Chateaubriand et dans le domaine familial de la Renaudière, la jeune fille dont les récits marqueront le futur auteur de 93, il noua des relations avec les Chouans. C'est à Chateaubriand qu'en 1796, elle rencontra Brutus Hugo. Ils se marièrent civilement. Le 15 novembre 1797, à Paris, le ménage vécut d'abord à l'hôtel de ville, où siégeait le conseil de guerre, auprès duquel Brutus Hugo venait d'être nommé. J'ai trouvé dans mon époux toutes les qualités qui caractérisent l'honnête homme. Un fils, Abel, naquit à Paris le 15 novembre 1798, puis un deuxième, Eugène, le 16 septembre 1800, à Nancy. La famille s'installa peu après à Lunéville, puis à Besançon, où le 26 février 1802, Victor-Marie Hugo vint au monde. On lui choisit comme pour parrain
Victor Fano de la Horie, et pour Marianne de Lelay, femme d'un aide de camp du général Moreau. D'un caractère emporté, Léopold fut à la suite d'une querelle muté à Marseille en 1802. Sophie partit seule à Paris plaider sa cause. Mais les relations entre les époux s'étaient assez vite dégradées. Victor Hugo en sera très marqué. Et elle ne revint qu'un an plus tard. Léopold avait été muté en Corse, puis à l'île d'Elbe. C'est probablement à cette époque que Catherine Thomas, dont on sait peu de choses, entra dans sa vie. Au début de 1804, Sophie et ses fils entrèrent à Paris, rue Neuve des Petits Champs, puis rue de Clichy. En 1806, Léopold participa à la conquête du royaume de Naples. Il entra rapidement dans l'entourage du nouveau souverain Joseph Bonaparte et vainquit le chef nationaliste, Fra Diavolo. En 1807, il fut nommé gouverneur de la province d'Avellino. Malgré un voyage à Naples entrepris par Sophie et ses enfants en 1808, la réconciliation resta impossible. Les vertes feuillantines. Au début de 1809, Sophie s'installa à 250 rue Saint-Jacques. Puis elle loua une dépendance au 12 cul-de-sac des Feuillantines, une impasse adjacente menant à un ancien couvent cistercien devenu bien national à la Révolution. Le jardin était grand, profond, mystérieux, fermé par des hauts murs au regard curieux, semé de fleurs saurant ainsi que des paupières et d'insectes vermeils qui couraient sur les pierres. Sous l'œil attentif de leur mère, Victor et ses frères y coulèrent une jeunesse heureuse entre les leçons de Monsieur de la Rivière et les jeux que les enfants de Pierre Fouché, Victor et Adèle. Condamné au bannissement pour avoir pris part au complot royaliste de Cadoudal contre Bonaparte, Lahorie fut, croit-on, l'amant de Sophie, se cachait sous le nom de Monsieur de Courlandais, dans une ancienne chapelle au fond du jardin. Les enfants qui l'entouraient de son affection, initiés au latin, ignoraient son identité et voyaient en lui un parent. À la fin de 1810, il fut arrêté aux Feuillantines et incarcéré à Vincennes, puis à la Force. Le voyage en Espagne. En 1808, Léopold avait rejoint Joseph Bonaparte, devenu roi d'Espagne, et avait été nommé gouverneur de plusieurs provinces, dont celle d'Avila. Le roi tenta un ultime rapprochement entre les époux Hugo, si bien qu'en mars 1811, Sophie et ses enfants partirent pour l'Espagne. Le voyage enchantant les deux plus jeunes et marqua profondément Victor, les Pyrénées, le village d'Hernani, Tolosa, Torquemada, les longs défilés rocheux bordés de précipices, Burgos. On resta un mois à Valladolid et l'on repartit sous une chaleur torride vers Ségovie. La famille atteignit Madrid le 16 juin 1811. Elle fut logée dans le luxueux palais Mascherano. Sophie emmena ses enfants en voiture au Prado. La jeune Pépita partageait leurs jeux. Les soldats buvaient des pintes et jouaient au domino dans les grandes chambres peintes du palais Mascherano. Mais les hostilités reprirent entre les époux. Abel entra chez les pages du roi, tandis que sur ordre de leur père, Eugène et Hugo,
était mis en pension. Au collège des nobles, avant de prendre avec Sophie le chemin du retour, en mars 1812, proche de la défaite, les Français quittaient l'Espagne. Le maintien de la sécurité imposait une discipline de fer. Dans le convoi, les visions d'horreur ne furent pas épargnées aux enfants. À Burgos, un échafaud et un condamné au milieu d'une procession de pénitents. Ailleurs, un supplicié sur une croix. La guérilla régnait et à Vitoria, Sophie dut attendre une nouvelle escorte. Le retour à Paris. Eugène et Victor retrouvèrent les feuillantines et leurs jeux avec les enfants. Les enfants Fouché. Monsieur de la Rivière leur servait de percepteur. Passionnée par la lecture, Sophie les envoyait chez Royal, loueur de livres, 159 rue de Saint-Jacques. Grâce à la largeur d'esprit de leur mère, ils passèrent de longues heures dans l'entresol encombré du cabinet de lecture, à dévorer Rousseau, Voltaire, Diderot, Restif de la Bretonne, les voyages du capitaine Cook. Le retour fut toutefois obscurci par la condamnation à mort de Lahorie en octobre 1812. Fusillé pour avoir pris part à la tentative du coup d'État du général Mallet contre Napoléon. Bien des années plus tard, Victor Hugo se souvint d'avoir lu la sinistre nouvelle avec sa mère sur une affiche placardée au portail de l'église Saint-Jacques du Haut-Pas. Lahorie, me dit ma mère, retiens ce nom. Et elle ajouta, c'est ton parrain. Léopold et Abel rentrèrent en France en 1813 avec les débris de l'armée d'Espagne. À la fin de l'année, Sophie et ses 3 fils s'installèrent aux 2 rue des Vieilles Tuileries, en face du conseil de guerre où demeuraient les Fouché. Ils partageaient la maison avec les Lucotte qu'ils avaient rencontrés en Espagne. C'est à Madame la générale Lucotte, pour le 1er janvier 1814, que Victor Hugo dédia son premier poème. Le siège de Thionville. Les jeux reprirent avec Victor et Adèle Fouché et les enfants Lucotte. La chute de l'Empire approchait. Les jeunes Hugo voyaient encore en Napoléon un héros. Léopold Hugo défendait avec courage Thionville contre les Prussiens et les Russes. Le retour de Louis XVIII suscita l'enthousiasme de Sophie. En avril 1814, ses enfants furent nommés chevaliers du Lys. En mai, accompagnée d'Abel, elle rejoignit Léopold à Thionville, dans l'espoir de chasser Catherine Thomas. Les luttes conjugales doublées de sordides querelles financières, d'humiliations, s'exacerbèrent et les procédures commencèrent. Le 11 juin, Léopold déposa une demande de divorce. Puis en séparation, en l'absence de sa femme, il fit apposer les scellés rue des Vieilles Tuileries et enleva ses 2 jeunes enfants par sa sœur, Madame Martin. Sophie rentra en possession de son logement et ses fils lui furent rendus. Mais le 10 février 1815, fort d'un jugement de référé, Léopold interna Eugène et Victor à la pension Cordier et les confia à la surveillance exclusive de leur tante, exécrée à qui il écrira « Je les considère comme perdus s'ils restent plus longtemps sous la cruelle influence de leur mère. »
Naissance d'un talent littéraire à la pension Cordier. Située 41 rue Sainte-Marguerite, la pension était dirigée par l'abbé Cordier. Eugène et Victor s'y imposèrent rapidement. Ils s'exerçaient au vers latin, traduisaient Horace, Virgile, Tacite et Cicéron, étudiaient l'arithmétique, la géométrie et le dessin. À la fin de 1816, ils suivirent les cours de mathématiques et de philosophie à Louis-le-Grand et l'année suivante participèrent au concours entre les 4 collèges royaux de Paris. Privés de toutes les libertés, ils recevaient cependant les visites de leur mère. Abel plaidait leur cause auprès de Léopold, toujours à court d'argent. La pension vit éclore le talent littéraire du jeune Hugo, encouragé par le jeune répétiteur Félix Biscarat, confident des 2 frères. L'enfer sur terre et le château du diable sont-ils les premiers textes conservés d'un Victor Hugo âgé de 10 ans, comme lui-même se plut à le dire? Entre 1815 et 1818, bravant les interdictions de M. de Cotte, collaborateur puis successeur de M. Cordier, Victor consigna ses poèmes dans ses cahiers de vers français, dont 3 sont aujourd'hui connus. Il regroupe des pièces de langues diverses, épigrammes, fables, charades et énigmes, chansons, odes, des traductions, des imitations de vers latins, et témoigne déjà de la profondeur et de la culture du jeune poète. Il m'est venu cette nuit, moitié en rêvant, moitié en dormant, des vers fort singuliers que j'ai eu beaucoup de peine à me rappeler ce matin, et dont je n'ai pu qu'imparfaitement deviner le sens. Le 1er janvier 1817, il offrait à sa mère Irtamen, tragédie classique en 5 actes, encore très imprégnée de Racine et de Voltaire, où s'expriment ses sentiments royalistes. La même année que la complicité de Biscarat, il participait au concours de poésie de l'Académie française, avec du bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie. Si cette ode où l'auteur avait avoué son jeune âge ne lui valut qu'une mention, elle marqua ses débuts officiels en littérature, car pour la première fois, la presse cita son nom. Considéré par ses maîtres, Victor écrivait maintenant toute liberté. Athélie ou les Scandinaves, en 1817, sombre tragédie inachevée, marque l'apparition du monde nordique dans son inspiration. Le titre insolite de l'opéra comique en prose est vers A.Q.C.H.E.B. Écrit à un mois, témoigne de la place des mathématiques dans la formation du jeune élève. Le jugement de séparation des époux Hugo fut enfin prononcé en février 1818. Ayant obtenu de leur père l'autorisation de faire leurs droits, Eugène et Victor quittèrent la pension Cordier en septembre et retrouvèrent leur mère et Abel au 18 rue des Petits Augustins, actuelle rue Bonaparte. L'enfant sublime chante la monarchie. Abel, qu'attirait également l'écriture, les avait introduits dans son cercle de jeunes littérateurs. À la suite d'un pari, Victor écrivit en 15 jours la première version de Buck-Jargal, sous forme de nouvelle. Elle devait être sa contribution à un recueil collectif intitulé « Contes sous la tente », projet qui ne vit jamais le jour.
En 1819, au concours des Jeux floraux de Toulouse, les Vierges de Verdun obtinrent une amarante réservée. Le rétablissement de la statue de Henri IV fut couronné à l'unanimité du lys d'or. Récompense suprême, et les 2 poèmes furent publiés dans le recueil de l'Académie. Toujours inscrit en droit, Victor accordait à la littérature une place prédominante. Ses premières publications, sous forme d'opuscules, dévoilent sa sensibilité royaliste ultra. En 1819, ce furent les destins de la Vendée, ode à la gloire des Vendées, dédiée à Chateaubriand, qui venait de faire paraître de la Vendée, puis le Télégraphe. Satire politique en vers. La mort du duc de Berry. Par Louvel, à la sortie de l'opéra, le 13 février 1820. Valut à son auteur une gratification royale de 500 francs. Chateaubriand l'aurait alors qualifié d'enfant sublime. La naissance du duc de Bordeaux salua le nouvel espoir de la monarchie. Elle fut suivie en mai 1821 du baptême du duc de Bordeaux, commande du gouvernement. Inès de Castor, mélodrame en prose dont la censure interdite la représentation au panorama dramatique en 1822, fut probablement rédigée en 1819, entre 1819 et 1820. Le conservateur littéraire. En 1818, un premier projet de revue, Les Lettres bretonnes, n'avait pas abouti. Dans la mouvance de Chateaubriand, qui venait de fonder le Conservateur, journal politique ultra, les 3 frères fondèrent le Conservateur littéraire, dont les 30 livraisons s'échelonnèrent régulièrement entre le 11 décembre 1819 et le 31 mars 1821. Malgré la multiplicité des signatures destinées à tromper le lecteur sur le nombre de collaborateurs, Victor en fut le principal rédacteur, gardant parfois l'anonymat ou signant tantôt de son nom ou de ses initiales, tantôt d'initiales d'emprunt, tantôt de pseudonymes. Dès la première livraison, le poème L'enrôleur politique affirma sa prise de position royaliste ultra, chargé de la chronique théâtrale, y rédigeant en outre de nombreux articles critiques, en publiant des poèmes extraits des carnets de vers français, les odes, Bugjargal. Un jour de bonheur vaut bien une vie de malheur. L'année 1819 fut celle de l'amour naissant que Victor et Adèle savouèrent en avril. Nous marierons demain, je me tuerai après demain. Tu seras ma veuve. Un jour de bonheur vaut bien une vie de malheur, écrivait Victor le 28 mars 1820. Mais la découverte de cette correspondance secrète et le refus de Sophie d'envisager une union avec les Fouché causèrent en avril la brouille des familles. Le 27 juin 1821, Sophie Hugo, âgée de 49 ans, mourut dans les bras de ses fils. Victor en fut accablé. Cette disparition lui permit néanmoins de se rapprocher des Fouché. Les conditions essentielles d'une union à venir, l'indépendance financière des jeunes gens devait être assurée. Léopold Hugo, remaria en septembre 1821, avec Catherine Thomas, s'était rapproché de ses fils, après la mort de leur mère. Les Fouché et lui-même considéraient un avenir littéraire comme incertain. La parution en juin 1822 des odes et poésies diverses
renforça les espoirs de Victor. En septembre, il obtint en effet une pension de 1000 francs, attribuée par la maison du roi. Mais une dernière difficulté surgit. Pour le mariage religieux, un acte de baptême était nécessaire. Or, Victor n'avait pas été baptisé. À la demande de son fils Léopold, attesta qu'il pouvait avoir été baptisé en Italie. Le mariage fut célébré le 12 octobre 1822 à l'église Saint-Sulpice. Félix Biscarat et Alfred de Vigny étaient les témoins de Victor. Léopold n'assista pas à la cérémonie. Victor et Adèle disposaient de la pension royale, s'élevant à 2000 francs. La carrière littéraire s'annonçait. Alors, j'espère que mon chapitre de Victor Hugo, Être Chateaubriand ou rien, vous a plu. J'ai pris plaisir à vous le lire. Ça m'a fait rentrer dans un autre monde, dans le monde de la royauté, dans le monde de l'histoire de notre chère France, qui est si jolie et si belle. Moi, la poétesse, je vous souhaite de passer une agréable soirée et n'oubliez pas de me marquer j'aime ou abonnez-vous.